Welcome to the debates. Bienvenue dans notre espace d'analyse contradictoire et d'exploration de multiples perspectives. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable casse-tête opérationnel qui ressort de notre document source. Il s'agit de la fameuse fatigue des alertes. On parle de ces systèmes de gestion de flotte, de ces immenses ERP qui traitent des dizaines de milliers de données chaque jour et qui, franchement, n'arrêtent pas de biper. Ouais. Les fameux tableaux de bord qui clignotent en rouge en permanence sur les écrans des gestionnaires. C'est exactement ça. Et face à cette hyper-sollicitation numérique, l'analyse d'aujourd'hui pose une question vraiment fondamentale sur la manière dont on conçoit l'informatique d'entreprise. Est-ce que le passage à ce qu'on appelle le pilotage par exception, c'est-à-dire basé sur une hiérarchisation très stricte et le croisement de données pour réduire le bruit, est le modèle ultime pour une gestion opérationnelle performante, ou bien est-ce que cette approche rigide crée des angles morts d'enjeu en masquant des signaux faibles essentiels ? Et on précise bien que cette réflexion émerge directement du document que nous étudions, qui propose en fait de transformer la notification brute, qui est souvent indigeste, en une décision stratégique anticipative. Tout à fait. Et pour poser les bases de notre échange, je soutiens personnellement que cette stricte hiérarchisation en scénario métier et surtout le silence de la machine en cas de conformité sont absolument indispensables. C'est la seule façon de redonner du sens et de l'actionnabilité aux données. Sans ça, on coule. Eh bien, de mon côté, je soutiens que ce filtrage excessif, cette dépendance totale à des scénarios que l'on a préprogrammés, ça risque au contraire d'isoler les décideurs de la réalité opérationnelle. On risque de faire ignorer des anomalies subtiles qui ne rentrent tout simplement pas dans nos cases. Je vois très bien pourquoi vous pensez ça. Mais laissez-moi vous donner une perspective un peu différente, en partant du diagnostic initial posé par le texte. C'est un constat assez clinique et je pense que tout professionnel l'a déjà vécu. Quand tout clignote, quand tout est urgent, plus rien ne l'est. C'est la définition même de la fatigue des alertes. L'utilisateur finit par devenir complètement aveugle. Exactement, et c'est une réalité toxique au quotidien. Le texte donne cet exemple qui paraît absurde, mais qui est tellement vrai sur le terrain. On a des systèmes non filtrés qui vont mettre au même niveau d'importance, visuellement parlant, une alerte critique comme une carte grise expirée et l'anniversaire d'un collaborateur. Ah oui, c'est vrai que vu comme ça rend fou. Recevoir un SMS à 3 heures du matin pour le contrôle technique d'un véhicule à l'arrêt, et puis dans la même minute, un rappel pour le pot de départ du comptable. Voilà, c'est ce qui m'amène à défendre cette approche avec force. La valeur de la donnée, ce n'est pas son volume. On a trop longtemps cru que le big data, c'était tout stocké et tout regardé. Non, la valeur réside dans la structure. C'est pour cela que le document insiste tant sur l'idée de catégoriser les remontées d'informations critiques, importants, informatifs et surtout de les croiser. Quand vous dites les croiser, vous parlez de la création de scénarios métiers préparamétrés, c'est ça? C'est ça. L'exemple cité dans le texte est vraiment parlant. Prenez une alerte isolée, disons une déconnexion de boîtier télématique. Bon, le câble a peut-être bougé, le mécanicien a fait une erreur lors d'une révision, c'est une information technique brute, presque sans intérêt immédiat. Mais si le système croise cette information avec une autre donnée, comme une chute soudaine du niveau de carburant au même moment, Là, ce n'est plus un câble qui a bougé, effectivement. C'est une suspicion de fraude ou de siphonnage en direct. exactement, et ça change tout. Ce ne sont plus deux notifications techniques perdues dans une liste de 500 emails, c'est devenu un véritable scénario métier qui exige une action immédiate. Donc pour moi, c'est la seule façon de ne plus subir son outil informatique. On active uniquement que ce qui nécessite une intervention ciblée. Ça justifie pleinement le pilotage par exception. Écoutez, je reconnais tout à fait la pertinence de ce diagnostic. La saturation des boîtes mail, l'exaspération totale des équipes, c'est une réalité indéniable. Ça détruit la valeur des investissements technologiques colossaux que font ces entreprises. Mais parce qu'il y a un grand mais, je ne crois pas vraiment au remède miracle qui nous est proposé ici. Ah bon ? Pourquoi ? L'intelligence ne viendrait que du volume croisé de manière préétablie. Vous dites que la structuration en 3 niveaux, c'est la panacée. Mais cette structuration repose sur des biais humains préalables. Vous pensez que l'on perd de l'information essentielle en croisant les données ? Je pense surtout que le principe directeur mis en avant par le document, le fameux « si tout est conforme, silence », est fondamentalement risqué. En cherchant de manière quasi obsessionnelle à éliminer le bruit pour éviter la fatigue des gestionnaires, on risque de désactiver organiquement la remontée d'anomalies complexes, des choses qui par nature n'ont pas encore été catégorisées ou anticipées par les créateurs de l'ERP. C'est un point intéressant, même si personnellement, je le formulerais autrement. L'idée de cette méthode n'est pas d'effacer les anomalies,
mais plutôt de leur donner du contexte pour éviter la paralysie. Prenons un autre exemple spécifique du texte, un départ tardif couplé à une attente pour ravitaillement. Isolé, le départ tardif est ce que vous appelleriez un signal faible. Mais noyé dans la masse de milliers de trajets quotidiens, il est strictement inutile. L'humain ne le verra pas. Croisé par l'algorithme, en revanche, il révèle instantanément une inefficacité logistique systémique. En fait, la méthode du pilotage par exception ne détruit pas votre signal faible. Elle l'élève au rang d'information stratégique. C'est un argument convaincant, je vous l'accorde, et vos exemples tirés du document sont très bien choisis. Mais avez-vous envisagé la limite intrinsèque de cette logique? Vous utilisez le concept de signal faible pour le subordonner au croisement prédictif. Or, l'essence même du signal faible, c'est qu'il annonce un problème que l'on n'a pas encore compris ou anticipé. C'est justement l'accumulation organique de ces signaux isolés qui permet à l'esprit humain et non à la machine de dire « Tiens, c'est bizarre, il se passe quelque chose de tout à fait nouveau ici ». Mais l'esprit humain n'a absolument pas la bande passante pour regarder des milliers de signaux isolés sur une flotte de 1000 ou 2000 camions. C'est physiquement impossible. Vous mentionniez le croisement décrit dans le texte avec la consommation anormale couplé à un dépassement de vitesse, ce qui donne le scénario d'un risque comportemental du conducteur. Très bien. La machine le voit, le manager agit. Mais que se passe-t-il si un véhicule présente une consommation anormale, constante, sur plusieurs semaines, sans jamais dépasser la vitesse autorisée? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres variables aggravantes, le système le classera probablement comme une alerte de niveau inférieur, un niveau informatif, par exemple. Et c'est exactement là que ça coince. Imaginez que ce soit un micro-défaut mécanique totalement inédit sur une toute nouvelle série de moteurs que le constructeur vient d'à peine de livrer. Si votre système de RP est paramétré pour ne déclencher une alerte visuelle rouge que lorsque le scénario complet du risque comportemental est rempli, cette anomalie de consommation isolée va être reléguée au rang de simple information silencieuse. Donc, vous estimez qu'on se prive de la véritable anticipation? Absolument. Si l'on ne paramètre les seuils que pour ce que l'on connaît déjà, on remplace l'erreur d'activer toutes les alertes par une erreur tout aussi grave, celle de ne filtrer que ce qu'on maîtrise. On ne voit plus que nos propres biais confirmés par la machine. L'inconnu passe totalement sous le radar. Ne se prive-t-on pas de la véritable anticipation ? Je comprends votre réticence face aux limites du paramétrage, vraiment. Mais je pense que votre objection omet une dimension fondamentale abordée dans l'analyse de notre document. Il s'agit de la hiérarchisation stricte des priorités. Votre exemple du défaut mécanique inédit est intellectuellement très intéressant, mais dans la réalité brute d'une exploitation de flotte, on ne peut pas tout traiter. Si on laisse toutes les données brutes remonter pour soi-disant chasser l'inconnu, l'humain ne traite plus rien, même pas le connu. La fameuse paralysie par l'analyse dont on parlait au début. Exactement. C'est pour cela que la catégorisation stricte défendue par le texte est d'une importance vitale. Le niveau rouge, le niveau critique, est réservé exclusivement aux impacts financiers ou légaux immédiats. On ne parle plus d'une consommation un peu élevée ici. On parle d'une visite technique dépassée, d'un véhicule immobilisé sur le bord de la route, ou pire, comme le souligne le document, d'un conducteur dont le permis est expiré mais qui a toujours une affectation active. Ce sont des bombes à retardement juridique pour l'entreprise. Ce qui laisse les autres niveaux pour le reste des opérations. Voilà. Le niveau orange, c'est pour l'optimisation, les alertes dites importantes, et le niveau bleu, c'est l'informatif. Cette taxonomie n'est pas là pour faire joli sur un écran, elle est la seule méthode rationnelle pour s'assurer d'une chose cruciale. Une alerte doit avoir un responsable clair et être suivie d'une action. Si tout est rouge, rien n'a de responsable. En isolant le risque légal ou financier pur, on s'assure qu'il ne sera jamais noyé sous des hypothèses organiques ou des signaux faibles, certes intéressants, mais non urgents. Une alerte sans responsable est inutile. C'est une maxime du texte que je partage sans la moindre réserve. Si on ne sait pas qui doit agir, la donnée est morte. Toutefois, je maintiens qu'il y a une faille conceptuelle majeure dans la rigidité de cette catégorisation en rouge, orange et bleu. Laquelle ? Le texte est pourtant extrêmement clair sur les frontières entre ces différents niveaux. Les frontières sont claires sur le papier, oui. Mais prenons justement ces alertes de niveau orange, celles définies par le texte comme importantes mais dédiées à la prévention. L'approche hiérarchique suggère organiquement que ces éléments doivent céder le pas au niveau rouge. Prenons les exemples du document. L'usure d'un pneumatique détectée lors d'une inspection ou l'approche d'un plafond kilométrique sur un contrat de leasing. Ce sont typiquement des alertes de gestion, d'optimisation. Elles n'engagent pas la survie de l'entreprise à la seconde où elles apparaissent. À la seconde, non.
Mais quelle est la réalité de la physique et de l'économie? Une accumulation non traitée d'alertes importantes se transforme inévitablement et de manière très insidieuse en urgence critique. Vous voulez dire par négligence des équipes? Par effet de structure du système, le gestionnaire, bombardé par les urgences rouges juridiques, parce qu'il y en a toujours, va mécaniquement reléguer l'orange à plus tard. Sauf que l'usure pneumatique reléguée au second plan, dans 3 semaines, elle devient un pneu éclaté sur l'autoroute. C'est-à-dire un véhicule en panne, une perte d'exploitation, voire un accident grave. C'est devenu du rouge vif. De la même manière, le petit dépassement kilométrique de Lisium ignoré aujourd'hui devient une pénalité financière exorbitante en fin d'année. Le fait de reléguer ces informations pour privilégier l'immédiateté engendre une gestion faussement sereine. Ça masque des défaillances systémiques et ça nuit à la performance globale. Je ne suis pas convaincu par cette ligne de raisonnement. Ça présuppose que prioriser équivaut à ignorer le reste. Le document ne préconise absolument pas de supprimer les niveaux inférieurs. Il préconise de les traiter différemment, de manière asynchrone, sans la panique cognitive du niveau rouge. Et cela nous amène directement au 3e point, au cœur de ce paradigme du pilotage par exception. Le fameux mythe du silence conditionnel. Si tout est conforme, silence. Ce n'est pas un mythe, c'est la règle d'or mentionnée par notre source. Et soyons très clairs, ce n'est pas une gestion faussement sereine comme vous semblez le craindre. L'objectif ultime de cette méthodologie est ultra pragmatique. C'est la réduction drastique du stress des équipes et l'augmentation des décisions vraiment stratégiques. Le texte est très éloquent sur l'erreur fatale des débutants en télématique. On installe l'outil, on est enthousiaste et on active absolument toutes les notifications pour tout savoir. Et on sait tous comment ça se termine. Au bout d'1 semaine, c'est l'enfer. C'est bien pire qu'un enfer passager. Le résultat documenté, ce sont des boîtes mail qui débordent, des notifications que l'on sélectionne en masse pour les marquer comme lues, sans même les ouvrir. Et le drame ultime souligné par le texte, c'est que l'exaspération est telle que les managers finissent par demander au service informatique de désactiver purement et simplement le système. Ils coupent le courant. Donc, le silence du pilotage par exception, ce n'est pas de la cécité, c'est le seul garde-fou qui empêche l'abandon total de l'outil. C'est l'assurance que la machine reste allumée. L'exaspération qui pousse un manager à débrancher le système est un échec total. On est parfaitement d'accord là-dessus. Si l'outil finit à la poubelle à cause de l'excès de bruit, la bataille est perdue. Cependant, la solution du pilotage par exception vend une illusion de contrôle qui est à mon sens extrêmement pernicieuse. Vous avez décidément un problème avec le concept de silence de la machine. Profondément. Définissons ce qu'est réellement ce silence. L'absence d'alerte sur un écran de gestion de flotte n'équivaut pas toujours à une conformité absolue sur le terrain. Le plus souvent, un système qui se tait signifie simplement que les seuils ont été paramétrés avec trop de laxisme lors de l'identification initiale des risques. Ou alors que la réalité du terrain a muté beaucoup plus vite que les règles de l'ERP. Mais le document précise bien qu'il faut ajuster les seuils intelligemment. Ce n'est pas gravé dans le marbre une fois pour toutes. Certes, mais vous rappeliez tout à l'heure le fait qu'une alerte sans responsable est inutile. Permettez-moi de renverser cette proposition. Une anomalie qui reste silencieuse précisément parce qu'elle n'a pas été préalablement modélisée par un concepteur faillible n'est-elle pas la menace la plus dangereuse de toutes? Dans quel sens? Réfléchissons-y. Le système débranché par un manager exaspéré, c'est un problème très visible. L'entreprise sait qu'elle vole à l'aveugle. A l'inverse, un système hyper filtré par exception, qui affiche de magnifiques tableaux de bord verts et un écran noir silencieux, ça donne une fantastique illusion de perfection. La direction dort sur ses 2 oreilles alors même que la flotte pourrait être en train de dériver à bas bruit. On échange une cécité avouée contre une cécité ignorée. C'est une formulation percutante. Mais sur le terrain, il faut bien faire des choix rationnels. Le texte nous rappelle une évidence. Les flottes matures, celles qui performent vraiment, ne surveillent pas tout en permanence de manière linéaire. Elles acceptent qu'il y ait des règles métiers, bien sûr que les concepteurs sont humains donc faillibles, mais le risque de votre anomalie silencieuse, il est statistiquement et financièrement infiniment moindre que le risque avéré de rater une alerte rouge écrasée par des milliers d'informations bleues.
Mais en masquant le bleu de façon routinière, on perd totalement le contact avec la normalité du terrain. Si l'on croise correctement les données, reprenons le scénario des pneus non affectés dans le stock, croisés avec une usure détectée sur les véhicules. Ce croisement indique, selon le texte, un défaut global de gestion du parc pneumatique. Sans cette exception programmée, sans cet algorithme qui fait le travail de tri, vous avez juste des lignes mortes dans une base de données que personne ne consultera jamais. Le pilotage par exception transforme un dépôt de données inerte en un véritable système nerveux réactif. Le silence sert juste de toile de fond pour que la vraie information puisse enfin jaillir. C'est une métaphore fascinante. Le terme système nerveux est brillamment choisi car c'est exactement là que réside le cœur de notre désaccord philosophique sur la gestion de la donnée. Ah oui? En quoi la biologie vous donne-t-elle raison? Regardez comment fonctionne un véritable système nerveux biologique. Il ne fonctionne absolument pas uniquement par exception préprogrammée. Pour que vous teniez debout en ce moment, votre système transmet en permanence une multitude de signaux continus. La proprioception, la tension musculaire, les légères variations de température. Ce ne sont pas des alertes rouges. Ce n'est pas de la douleur fulgurante. Et pourtant, ce flux vital ininterrompu est indispensable à l'équilibre global du corps. Je vois où vous voulez en venir. En coupant ces petits signaux de la machine, on perdrait l'équilibre de l'entreprise. Exactement. Le texte que nous analysons suggère une logique trop binaire. Conformité égale silence. Mon point de vue, c'est qu'en réduisant l'interaction humaine à la seule gestion des dérives que l'on a déjà paramétrées, on atrophie totalement l'intuition du gestionnaire. S'il ne voit jamais les données de consommation normales ou les micro-variations subtiles qui ne déclenchent pas le grand scénario de crise, il perd sa familiarité avec le pouls réel de sa flotte. Il devient un simple pouce-bouton, un exécutant des diagnostics crachés par la machine. Le document affirme pourtant avec force que cette méthode permet d'avoir, je cite, plus de décisions stratégiques. Mais peut-on réellement être stratégique quand notre vision entière du terrain est censurée par des algorithmes Végélia? Ce sont eux qui décident en amont ce qui mérite d'être vu et ce qui doit être caché dans le silence? Votre analogie biologique est vraiment captivante, mais je dois y opposer une réalité assez froide. Un ERP d'entreprise n'est pas un corps humain. C'est un outil purement utilitariste au service d'une rentabilité économique et d'une conformité légale qui, elle, ne pardonne pas les erreurs d'intuition. L'intuition d'un gestionnaire, aussi affûtée soit-elle, grâce à sa lecture des signaux faibles, elle ne paiera jamais les amendes liées aux saisies de kilométrage incohérentes face à un contrat de location, pour reprendre un dernier cas du texte. L'algorithme est plus fiable pour la fraude contractuelle, c'est indéniable. Seule la rigueur algorithmique peut identifier cela de manière infaillible sur des milliers de véhicules simultanément. Pour résumer ma position à la lumière de notre discussion, qui est d'ailleurs passionnante, je maintiens fermement que transformer la notification brute en décision stratégique via le croisement des données et la hiérarchisation stricte, c'est la seule porte de sortie rationnelle. L'alternative, c'est l'épuisement cognitif. Le pilotage par exception est le filtre indispensable pour que l'intelligence humaine s'exerce là où elle a une vraie valeur ajoutée, plutôt que de s'épuiser à faire le tri manuel d'un bruit numérique assourdissant. Et pour synthétiser ma perspective, tout en vous rejoignant sur un point très clair, je concède volontiers que l'organisation préalable des flux de données est vitale pour éviter la paralysie des équipes. C'est une évidence opérationnelle face au volume actuel. En revanche, je mets fermement en garde contre une foi presque aveugle dans ce pilotage par exception. Le monde réel, que ce soit sur la route, dans les entrepôts, dans la mécanique, est infiniment plus complexe, désordonné et imprévisible que les scénarios métiers les plus sophistiqués que nous pourrions inventer. En chérissant le silence de la machine comme une preuve irréfutable de conformité, on risque d'amputer le système de sa sensibilité aux problèmes émergents et inclassables. La machine excelle à appliquer des règles passées, mais seul l'humain peut percevoir les nouveaux paradigmes de risque. Il est clair que nous conservons une divergence fondamentale sur le degré de filtrage optimal et sur la confiance totale à accorder à ces règles métiers. Mais je constate avec satisfaction que nous nous accordons pleinement sur le constat impitoyable de notre texte source. La fatigue des alertes n'est pas juste un désagrément technique, c'est un fléau systémique qui détruit la valeur de l'outil télématique. Et nous partageons la conviction profonde qu'une alerte, si elle existe, doit impérativement aboutir à une action. Absolument. C'est le prérequis non négociable. Là où le débat intellectuel demeure grand ouvert, c'est sur cette question presque philosophique appliquée à la technologie. La complexité foisonnante de nos opérations peut-elle réellement être entièrement encadrée par des scénarios préprogrammés ?
La quête de l'écran silencieux est-elle le summum de l'efficacité ou bien le signe d'une illusion managériale dangereuse? C'est une réflexion majeure qui résonnera sans doute profondément chez nos auditeurs qui manipulent ces systèmes au quotidien. D'ailleurs, pour conclure, le document source ouvre une piste fascinante en toute fin d'analyse. Il mentionne l'évolution vers l'ERP prédictif. L'intelligence artificielle qui prendrait le relais de l'algorithme basique? C'est ça. Il est fort probable que cette bascule de la simple réaction programmée à la véritable prédiction algorithmique représente la prochaine frontière de ce débat. Une machine capable de croiser d'elle-même des signaux organiques sans nécessiter les paramétrages rigides et humains d'aujourd'hui. C'est assurément l'enjeu majeur de la prochaine décennie technologique pour ces outils. En attendant que cette IA prédictive parfaite existe, j'invite chacun à examiner de très près la manière dont son organisation filtre la réalité du terrain. Et surtout, à oser se poser cette question inconfortable. Que se cache-t-il réellement derrière les silences si rassurants de nos propres systèmes IA? Une excellente piste de réflexion pour clore notre échange. C'est toujours un immense plaisir de décortiquer ces concepts avec cette rigueur. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très bientôt pour poursuivre l'exploration de ces thématiques passionnantes.